Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour encore une fois continuer notre série des bilans de l'intersaison de toutes les franchises NFL. Et après avoir fait les Browns il y a 2 jours avec Tom Delord, dont je vous rappelle, l'épisode si vous voulez aller le revisionner ou le visionner pour une première fois est toujours disponible sur toutes les plateformes d'écoute, toutes les plateformes, juste la plateforme vidéo qui est YouTube qu'on utilise. Donc n'hésitez pas à aller voir et écouter. C'était un très bon épisode qui a vu le retour de Jérôme aussi, donc c'est toujours cool de le voir revenir après ce qui nous a semblé être une année d'absence. Donc très content de l'avoir et malheureusement on l'a pas pour sa petite franchise de cœur qui est aujourd'hui les Los Angeles Chargers, puisque je suis accompagné de Anto. Salut Anto. Salut Alex, salut messieurs. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va nickel et toi ? Très bien Anto, que vous avez pu également retrouver lors de l'épisode avant celui des Browns qui était les Saints, puisqu'il a parlé de sa franchise avec Elio et John notamment. Épisode très sympa également. N'hésitez pas à aller le voir et à nous dire ce que vous en avez pensé dans commentaires YouTube, commentaires Spotify, c'est là où vous pouvez réellement interagir, ou alors sur Twitter, n'hésitez pas à nous parler. Et pour parler des Chargers, qui d'autre que le digne représentant de la communauté francophone des Los Angeles Chargers, Emilien, a.k.a. Bataille Fontaine, a.k.a. Chargers France. Comment vas-tu, Emilien ? Salut les gars, ça va nickel et vous ? Très bien, merci, tout va très bien. Ça fait très plaisir de t'avoir pour une deuxième fois avec nous, puisque tu avais fait une Game Zone. Ouais, c'est ça, tout à fait. Ouais, il y avait même eu, je crois, un épisode même avant, justement, à l'époque de Bataille et Fontaine. Bon, pour ceux qui n'ont pas la ref, ça date un petit peu, mais c'est ça. En tout cas, merci beaucoup, merci pour l'invitation, en tout cas. Ça fait très plaisir de t'avoir avec nous. C'est très très cool. Donc on est très content et tu es un très très bon représentant des Chargers. Pour ceux qui ne le suivent pas qui ne suivent pas Emilien sur Twitter, n'hésitez pas à aller le suivre sur Chargers France. Il y a beaucoup d'autodérision et nous c'est ce qui nous a un peu plu quand même. Donc ça suit bien l'actualité et c'est cool. Donc pour tous ceux qui sont fans des Chargers, n'hésitez pas. Est-ce que tu as envie de te présenter un petit peu plus pour la communauté qui ne te connaît, ceux qui ne te connaissent pas dans nos abonnés ou Ouais. On va faire un petit tour rapide. Moi du coup, Emilien, donc je suis sur le compte des Chargers France sur Twitter depuis 2009, il me semble. Je suis le plus ancien compte NFL FR. Donc ça commence à dater un petit peu. Alors au début, c'était pas autant suivi, aussi assidu que maintenant, mais voilà. Et puis maintenant ça a grandi un petit peu. La communauté NFL France est là. Et puis après, pour m'épauler, il y a du monde aussi autour. Alors moi, je suis tout seul sur le compte, mais il y a notamment Diego de Swiss Chargers, donc qui gère aussi très très bien. Donc on est plusieurs à travailler là-dessus. Cool. Trop bien. En tout cas, ça fait encore une fois, ça fait très plaisir de t'avoir avec nous et on va pouvoir du coup parler de ce petit bilan d'intersaison. Mais avant de ça, donc on va vous faire la trame de cet épisode pour ceux qui n'ont pas écouté les ceux d'avant. On fait un retour sur la saison de 2023. Avec un peu comment est-ce qu'on a ressenti la saison des Chargers, petit cap ensuite sur l'intersaison, quels sont en gros les besoins suite à cette saison de 2023 qu'on peut identifier, puis on fait un tour par la free agency, voir un peu qui nous a plu, qui nous a pas plu dans les arrivées, les départs, etc. La draft, pareil, si tu as un nom que tu as envie de ressortir, n'hésite pas, et à la fin on essaye de voir si les besoins sont comblés et si vous pouvez faire mieux qu'en 2023, même si on va le voir en parlant de 2023, ça devrait pas être si compliqué. Mais on va pas spoiler l'épisode. Donc en 2023, vous avez fait une saison en 5-12, ce qui est le pire bilan depuis qu'on fait les bilans. Là, vous êtes la première franchise qui est en négatif. Anto, je vais te laisser commencer pour qu'Emilien puisse booster sa réponse de tout ce qu'il a ressenti dans la saison. Toi déjà, quand tu vois 5-12 du côté des Chargers, tu te dis quoi ? Est-ce que tu te dis c'est une franchise qui a explosé ? Est-ce que tu te dis ils sont à leur place ? Comment tu vois les choses toi de ton côté ?
Non, non, la saison des Chargers, elle est décevante. Même c'est un 5-12 et en division, c'est un magnifique 1-5. Alors ça, je pense que ce qui fait le plus mal, hein, dernière de la division, quand on sait que devant, bah, bon, certes, il y a les Chiefs, mais ça, on les met de côté. Mais à côté, bah, il y a les Raiders et les Broncos. Et ça, c'est vrai que c'est quand même, ça fait mal au vu de l'équipe. Et tu vois, on fait le ressenti de la saison et j'ai même envie de te dire, parce que maintenant qu'il est parti, je pense que c'est surtout le résultat de l'ère Staley, qui est comment dire, c'est donner de la confiture au cochon, j'ai envie de te dire, parce que si on revient sur son bilan, c'est quand même 24 victoires, 27 défaites, une saison en playoff, et en plus, quelle saison en playoff, un petit match, le duel de chevelus entre Lawrence et Herbert, et qui s'est soldé en plus par une magnifique remontada. Du coup, j'ai envie de te dire, on est un peu sur notre fin avec les Chargers parce qu'ils ont une équipe avec des noms plutôt complets, que ce soit au niveau de la défense ou au niveau de l'attaque. Et finalement, les résultats, ils sont pas là. Et ouais, moi, je reste sur ma fin quand je regarde les Chargers. Moi, j'avais envie d'en voir plus. Et pour moi, il devait être vraiment l'équipe qui devait embêter les Chiefs qui, eux, à côté de ça, remportent Super Bowl après Super Bowl. Emilien, ça y est, t'as eu le temps de préparer un peu Ouais, ton non, mais ressenti. après, je suis totalement d'accord avec ce que dit Anto, hein, donc, alors, j'étais au début de l'année, la saison dernière, j'étais un des derniers défenseurs de Staley, euh, en étant de plus en plus mitigé à son sujet. Mais c'est vrai que là, le coaching était de pire en pire et il y a même eu son comportement vraiment sur la fin de son ère Chargers qui était vraiment désastreux, quoi. En conférence de presse, il s'énervait sur les journalistes qui lui posaient des questions, notamment la question de savoir s'il allait lâcher un peu le play call en attaque, surtout qu'on avait Kellen Moore en coordinateur offensif quand même. Donc, un peu frustré du coup de ne pas l'avoir vu vraiment à l'œuvre, maintenant qu'il est parti aux Eagles. Et puis oui, carrément, le manque de respect envers les fans, disant que grosso modo, il n'en avait rien à faire des fans, qu'ils étaient mécontents, ça ne lui faisait rien du tout. Enfin, lui, il gardait sa ligne de conduite sans se remettre en question. Donc c'était très dur, quoi. L'année dernière a été très dure, en plus d'être décevante. Comme tu disais, hein, on attendait beaucoup mieux, hein. C'est vrai que quand on voit l'effectif qu'on a, alors après, je relativise beaucoup moi sur l'effectif qu'on a, euh, mais c'est vrai qu'on attendait beaucoup mieux. On attendait beaucoup mieux. On attendait vraiment à ce qu'on puisse gêner les Chiefs un peu plus, à jouer un peu plus le trouble fête dans l'AFC. Après, voilà, pour revenir sur l'effectif, c'est vrai que beaucoup de gens voient l'effectif des Chargers vraiment très haut. Après, ce qu'il faut voir, c'est que certes, il y a des grosses individualités. Voilà. Alors, après, Joey Bosa, je sais pas si on peut le mettre encore comme une grosse Ça, individualité, mais voilà, Derwin James. Euh, en défense, honnêtement, moi, je vois pas grand monde. Après, en attaque, c'est sûr, il y a Justin Herbert, il y avait Keenan Allen, Rashawn Slater, Austin Eckler. Tout ça, c'est des grosses individualités, mais ce qu'il y a, c'est qu'après, en termes de groupe, il n'y avait pas vraiment d'homogénéité, et même la profondeur de banc, il n'y avait rien. Donc, c'était pas très cohérent. Du coup, c'est vrai il y a un effectif un peu mid, donc ça nous a pas aidé. Mais c'est clair que le bilan fait très très mal, notamment le bilan de division. C'est terrible. Et puis, sans parler de la défaite, enfin, si on peut parler d'une défaite là, face aux Raiders, ouais. je ne sais plus le score, c'était 61 à. 63-21, ouais. Ouais, c'est ça. Bah, là, honnêtement, pour être honnête, la fin de saison, je regardais plus les matchs. J'avais complètement décroché. Ah Je ouais. vais être totalement honnête. J'étais parti le dimanche soir, j'étais parti sur la NHL plutôt que le foot américain. Après, très honnêtement, cette défaite-là, comme tous les fans des Chargers, on en est plutôt content parce que c'est une grosse raclée qui a permis de mettre tout le monde dehors. Et Staley et Tom Telesco.
Alors, c'était pas attendu, Tom Telesco aussi, mais tout le monde est parti. Tom Donc, au final, Telesco, c'est Tom Telesco le GM, hein, pour ceux qui n'ont pas tout le front office le en tête. general Ouais. manager, qui est aujourd'hui le general manager des Raiders. Voilà. Ils ont aimé ce qu'ils ont vu. Ouais, bah, je pense, ouais. Non, non, mais vu qu'ils ont bien récupéré les joueurs des Chargers, ils se sont dit, tiens, on va récupérer le GM, comme ça, c'est encore mieux. Ils se sont Mais sentis non, voilà. coupables. Voilà, saison très compliquée. On s'attendait pas à des miracles, mais on s'attendait pas à ça non plus. Ouais, je comprends totalement, je comprends totalement. Anto, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, non, moi, je suis plutôt d'accord. Et d'ailleurs, pour revenir à ce que tu disais, je suis d'accord avec toi. Des fois, quand on suit notre franchise, on n'a pas envie qu'elle finisse en positif, en un vieux positif, parce qu'on se dit, bah, le staff va être reconduit pour la saison d'après. Et en fait, ça va être le même boudin pour la saison d'après. Et bah là, finalement, les Chargers, pendant cette off-season, ils ont fait vraiment le grand ménage de printemps et en gardant quand même des bases solides. Et du coup, je pense que eux, ils vont rebondir tout de suite, en fait, directement dès la saison prochaine. Bon, là, je m'avance un peu sur mes dires de la fin du podcast. Donc, je vais pas en dire plus, mais je pense que c'est un mal pour un bien pour les Chargers. Et avec ce qu'ils ont fait pendant la off-season, je pense que l'année prochaine, ils peuvent montrer un tout autre visage. Ouais. Parfait. Bah écoute, on peut passer à l'intersaison. Après cette splendide saison des Chargers, Emilien, à quoi tu t'attendais vraiment? On va presque à la fin de la saison 2023, on va dire, avant qu'il y ait tous les cuts. Ah bah, Et tu t'attendais à quoi pour cette intersaison? ah bah, moi, je m'attendais vraiment au gros ménage. Donc, tu vois, tu parles des cuts. Je m'attendais à vraiment beaucoup de cuts, beaucoup de. Alors, il y a eu les cuts, pas ceux auxquels je m'attendais. Je m'attendais à des restructurations de contrats, je m'attendais à du trade, je m'attendais vraiment à vraiment gros ménage. Pour moi, de toute façon, je m'étais dit, je voyais que trois gars qui étaient intouchables dans l'effectif. C'était Derwin James, Justin Herbert et Rashawn Slater. C'était vraiment les trois que je voyais vraiment pas bouger. Le reste, je me disais, si ça part, ça part. Je me dis, c'est pas grave, ça fera mal pour certains joueurs, mais je m'attendais vraiment à un gros ménage. Il a eu lieu. Mais de toute façon, c'est ce qu'il fallait. C'est ce qu'il faudra encore. Je suis persuadé qu'il faudra encore faire du ménage, hein. Là, on va voir ce qui va se passer pour la période à venir, mais il faut s'attendre encore à ce que ça bouge. Et est-ce que tu avais des positions où tu te disais, tiens, ce serait bien qu'on renforce cette partie-là de l'équipe? À part partout, si tu as envie de dire partout, très bien, mais si tu as une Euh, position ou quelques-unes en à particulier. part, à part strong safety, quarterback et left tackle, je voyais rien. Enfin, après, bon, tu peux toujours renforcer, il y a toujours. Mais ouais, vraiment là où ça pêche vraiment, c'était vraiment sur la ligne défensive. C'était compliqué. C'est très compliqué. Le run stop, ça fait des années qu'on s'en sort pas. Pour moi, c'était là le principal chantier. Et du coup, Alex, moi je voulais revenir 2 petites secondes, Emilien, avec toi. Juste, j'ai Ouais. une question parce que c'était pas la première année. Alors cette fois maintenant, il est parti. Mais toi, en même temps, en tant qu'analyste pour les Chargers, parce que du coup tu regardes, tu suis, et à côté aussi en tant que fan, qu'est-ce que tu en penses du départ de Deichler du coup? Est-ce que en tant que fan, t'es déçu, ou est-ce qu'en tant que coach, tu te dis c'était bien de couper le cordon, ça faisait 2 ans où ça traînait, il y avait des salles d'histoire, ça pouvait peut-être mettre une mauvaise ambiance et bon débarras. Eckler, en tant que fan, ça fait mal de le voir partir. Après, il a fait une saison, surtout la saison dernière, très compliquée. Après, il faut dire qu'il n'était pas forcément aidé non plus. Et ce qu'il y a, c'est que c'est un coureur qui a besoin d'avoir un comité autour de lui. C'est un coureur qui a un style, c'est pas un mec hyper puissant. C'est un guerrier, il lâchera pas. Au premier contact, il va garder son centre de gravité bas, il va continuer à bouger les jambes. Mais c'est que il peut pas tenir sur tout un match comme ça. Donc c'est que lui, il lui faut un comité autour de lui et c'est pas du tout ce qu'on avait.
Donc oui, d'un côté, il fallait couper le cordon. De toute façon, avec le renouveau, le remaniement total de l'équipe, il correspondait plus aux standards, enfin à ce qui était attendu par le nouveau coaching. Donc ça fait mal, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire même pour lui. Au final, il va retrouver une nouvelle équipe. Il retrouve Anthony Lynn, qui était l'ancien head coach des Chargers, qui est vraiment spécialiste de la course. Donc non, voilà, il va rebondir, j'en suis sûr. C'est un super joueur. Ouais. Donc non, 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 je me fais pas de soucis pour lui. Ça fait mal de le voir partir, mais voilà, c'est une nécessité. Si on va dans des côtés un peu plus positifs, peut-être Emilien, est-ce que tu as un joueur où tu es content qu'il arrive ou tu es content qu'il parte, peu importe. Est-ce que tu as une petite satisfaction dans cette intersaison? Et tu peux en dire plusieurs, hein, n'hésite pas. Ouais, ouais, j'ai fait ma petite liste. Alors, bah, dans ceux qui font plaisir, ouais, qui font plaisir à voir arriver, moi j'ai DJ Shark, qui est un receveur que j'aime beaucoup. Euh, c'est pas forcément le mec le plus clinquant, le plus bling bling de la ligue. Mais honnêtement, quand je voyais qu'on avait le choix entre lui, Marquez Valdez-Scantling et puis OBJ, je me suis dit, franchement, si je suis super content d'avoir eu Shark, c'était le receveur qui me plaisait le plus. Donc, ouais, je suis très content de l'avoir. C'est un gars qui sait créer des espaces, qui a des mains relativement sûres. Donc, il va se battre de toute façon pour le poste de receveur numéro un, hein. De toute façon, là, Mm. le poste est grand ouvert. Ouais. Même de cible numéro un, parce qu'il n'y a plus Ah oui, Éclair, il n'y a oui, plus, comment il s'appelle, oui. Gérald Everett est parti aussi. Ouais. Ouais. Allen et Keenan Williams, Allen, hein, Keenan Allen évidemment. et Williams, Tout ouais. va changer, ouais. Et, Tout va et changer. même Jalen Guyton, hein, qui prenait quelques targets par-ci Ouais, par-là, est bah parti après, aux il avait Raiders. ouais, des gros problèmes de blessures. C'est Oui, dommage parce que c'est un super receveur. Enfin, je sais que beaucoup, beaucoup de fans des Chargers enfin, l'aiment énormément, ce gars-là. Mais c'est vrai que les problèmes de blessures qu'il a traîné, bah, ça a joué contre lui. Autre joueur, je suis très content qu'il arrive. Après, enfin, c'est un gros point d'interrogation, mais c'est J.K. Dobbins. Je pense que le gars, bah, il est encore très jeune. Je crois qu'il a 24 ans, si je dis pas de bêtises. 26. Ah, Je me 26. permets de te corriger, puisque c'est Ah, 26. 26. Bon, bah, je sais pas où j'ai eu 24. Mais, Il y a 2 ans, quand il était sur 2 jambes, je pense. ouais, c'est ça. Mais non, voilà, bon, il approche bientôt de l'âge, on va dire, où il devrait être à son prime. Voilà, beaucoup, beaucoup de problèmes de blessures. Mais quand il n'est pas blessé, quand il est sur le terrain, il est plutôt efficace. Donc, avec bah, un coordinateur offensif qui connaît bien. Donc, avec un collègue aussi qui est arrivé avec lui un petit peu plus tôt, donc Gus Edwards, qui vient aussi des Ravens. Donc, je me dis qu'il est dans un bon groupe. Ouais. S'il est en bonne santé, honnêtement, je me dis que ça peut être le jackpot. Ça peut être vraiment un gros jackpot pour les Chargers. Donc, je Et suis très content de l'avoir. si je peux me permettre, en plus de ça, sur J.K. Dobbins, moi qui est un des joueurs aussi que j'aime bien, il y en a un autre que je citerai plus tard, mais J.K. Dobbins, il coûte, si tu le cut, parce que tu n'as aucune confiance en lui, il t'aura coûté que $50 000. Ah oui, Son non, argent garanti, c'est quasi zéro. Et s'il est là, il te coûte pas grand chose non plus. Donc s'il le garde, c'est que vraiment ils ont envie de le faire jouer. Et ouais, il a une vraie carte à jouer. Anto, est-ce que t'as un autre joueur une petite satisfaction? Après Emilien, si t'en as d'autres, on reviendra à ta oui, liste. oui. Ouais, moi c'était l'autre coureur en fait des Ravens, c'était Gus Edwards qui arrive aussi du côté des Ravens, qui sort sa meilleure saison l'année dernière. Du coup, je pense que c'était pas mal de le prendre. Il est peut-être à son prime. Pour le coup, il est plus vieux que Dobbins. Il a 20, 39, Il non, a 29. 39, 29. 39, Ouais, c'est Joe non. Flacco. Ça, on est sur Ouais, autre chose. ouais, running back, il est à la retraite en plus à 39. Oh, Mais large. large. Mais du coup, ouais, c'est ça. Et puis en plus, ils vont retrouver, c'est ça, Greg Roman, qui était aussi le coordinateur offensif chez les Ravens à l'époque. Donc je pense il y aura un véritable impact. Et puis, bah, fallait quand même compenser le départ d'Eclair. Donc ça, je pense que c'est intéressant. Et j'avais noté, et je suis en train de chercher parce que moi et les noms, c'est une grande histoire d'amour. C'était aussi au niveau des tight ends, Aiden Hurst et Will Disley. Je pense qu'ils seront très intéressants et surtout par rapport
Alors un autre départ aussi qui est Everett du côté des tight ends chez Chargers. Eux, ils auront vraiment peut-être plus d'impact au niveau du bloc, donc pour la ligne. Donc je pense que ça va être vachement intéressant que ça soit pour la protection à la fois de Justin Herbert ou pour ouvrir justement pour Dobbins ou Edwards. Donc Moi, ouais. j'allais en parler. Moi, c'était Will Dissly que j'aime beaucoup dans la end zone. Avec les Seahawks, bon après avec les Seahawks, tous les tight ends arrivaient à mettre un touchdown, j'ai l'impression. Mais lui, il en mettait beaucoup. Et je trouve que quand il est sur le terrain, il est très bon. Il a un historique de blessure, hein, mais je trouve que c'est un excellent tight end. Hayden Hurst, il y a un moment, c'était très bon aussi. Donc voilà, là, ils ont quand même un bon duo de tight end parce qu'ils remplacent, comme tu dis, Everett et Vanette. Ils remplacent les deux par Hurst et Dissly. Et je trouve que c'est un très très bon duo et je voulais aussi le mettre en avant. Voilà. Ouais, puis bon, il y a toujours Parham aussi qui est un tight end receveur plutôt. Donc au cas où, voilà, ça pourrait compléter facilement. Ouais. Est-ce que tu as deux joueurs, Emilien, de ton côté, que tu voulais mettre en avant dans ta petite liste au Père Noël? Il y a l'arrivée de Bozeman. C'est vrai qu'à la base, Bozeman, je l'avais pas forcément noté, mais avec le départ officiel maintenant de Linsley, alors même si Linsley, on s'attendait pas à ce qu'il rejoue, là, c'est vrai que là, le rôle de Bozeman va être hyper important. Pour ceux s'ils sont pas familiers, voilà, c'est le centre, juste pour préciser. Ouais. Qui arrive des Panthers. Et puis, après, alors, c'est pas des arrivées, c'est plus des prolongations. Prolongation de Cameron Dicker, donc notre kicker. Et puis, la 5e année optionnelle de Rashawn Slater qui a été activée. Donc ça, c'est cool. Et puis, par contre, après, dans les joueurs perdus, il y en a beaucoup. Mais celui qui m'affecte le plus, c'est Keenan Allen. Ça fait très, 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 très mal. Après, ça se comprend tout à fait parce que voilà, il y a eu des discussions pour restructurer son contrat, chose qu'il a refusé de faire. Alors certains l'acceptent, d'autres, le comprennent, d'autres non. Moi, je le comprends totalement. Il sort de sa plus grosse saison. C'est le seul joueur offensif qui a tenu la baraque l'année dernière. Donc, il mérite son contrat. Il mérite chaque centime de son contrat. Donc, il a été transféré aux Bears. Donc, je lui souhaite bonne chance avec Caleb. Mais voilà, ça fait extrêmement mal, tout comme Mike Williams. Mais après, Mike Williams, ça fait longtemps qu'il était là. Il était souvent blessé. Donc, ça fait très, très mal de voir Keenan partir. Ouais, je suis assez d'accord. Hein. Le duo Keenan Allen, Mike Williams qui part, ça va faire mal. Après, ça permet d'avoir un peu autre chose. Mais c'est vrai que c'est compliqué. Alors moi, évidemment, c'était ces deux joueurs dont je voulais parler. Et comme toi aussi, plus Keenan Allen, parce que Mike Williams, on le voyait plus sur le côté que sur le terrain, même si quand il était sur le terrain, il était dominant. Il reste que l'historique de blessure et son contrat qui était quand même énorme pour quelqu'un de 30 ans rendait les choses difficiles, même si Keenan Allen avait 32 ans, mais son niveau de production dans les années précédentes était bien meilleur que celui de Mike Williams. Santo, est-ce que tu veux parler d'un autre joueur? Est-ce que tu veux parler de ces joueurs-là? N'hésite pas. Bah ouais, moi c'était ça en fait. Moi j'avais mis le petit package du départ Keenan Allen, Gerald Everett, Mike Williams, qui en fait comme on dit depuis le début, c'était quand même des gros noms imposants aux Chargers. Ils ont été efficaces, ils ont contribué alors au succès personnel, on va dire, de Justin Herbert au niveau de ses stats, mais aussi au niveau des Chargers plus globalement. Mais c'est un mal pour un bien. Fallait tourner la page. C'est fait, ils sont partis, c'était des noms imposants. Ça faisait quand même rêver. Au début, en plus, au début de la free agency et tout, je pense qu'il y avait pas mal de mèmes qui circulaient sur un Justin Herbert pleurant avec zéro cible. Bon, je pense que ça a été comblé, en tout cas pour le moment. Mais c'était sûr, c'était quelque chose à faire. Moi aussi, je retiens ces joueurs-là parce que forcément, je pense que tout le monde retiendra ces joueurs-là. Et ouais, Keenan Allen, Austin Ekeler, pour moi, c'était quand même les deux gros noms qui m'embêtaient bien de partir, mais bon, tant bien leur face. Hein. Et puis il y a quelque chose en plus, c'est que s'ils avaient drafté Addison l'année dernière ou Zay Flowers, je pense que je vais pas remuer le couteau dans la plaie. Hein. Puis je sais plus dans quel ordre ils sont tombés. Là. Je sais plus si vous l'avez. Ouais. Vous l'avez pris après tout le monde, Johnston?
Ah non, 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 justement, c'est ça le pire. C'est Ouais. qu'il y avait le choix, il y en a juste un qui est parti avant. Sûrement Flowers Et qui était parti. Ah, quoique, je sais plus. non, Bref. non, non, Flowers, il est parti au Ravens, c'était après. Je me demande si c'est pas. Non, Addison, je crois qu'il est parti juste après. Je me demande si c'est pas les Seahawks avec Ah oui, Smith Smith and and Jigba Jigba, ouais, t'as qui raison, est ouais, ouais. parti en premier. Et ensuite, nous, on prend Johnston, et puis après, ouais, on voit Addison Flowers, partir, et puis ouais, des Kincaid. Flowers. Bon, Rashee Rice, bon. Ouais, c'est Aujourd'hui, je suis content de ne pas l'avoir. c'est ça, ouais, t'as Sur le coup, esquivé. j'étais un peu mec de ne pas l'avoir non plus. Mais voilà. C'est... Ouais, du coup, pour. Après, il y Ouais. a de grandes promesses là pour l'année prochaine. Mm. On lui laisse une chance quand même. Ouais, après voilà, ça reste un premier tour qui s'acclimate à la NFL et ça reste difficile. Mais c'est vrai que si t'avais eu en plus de ça un Addison par exemple, ça aurait été plus simple de passer à autre chose avec les 4 que tu fais partir parce que t'as déjà ton receveur 1 que tu sais que ça va être pour les prochaines années. Et Ouais, c'est là vrai. aujourd'hui t'as un peu des doutes. Donc je pense que c'est pour ça que ça rend les pertes un peu difficiles. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre dont vous voulez parler avant de passer avant de passer à la draft? Bon, de toute façon, Anto a parlé d'Eckler tout à l'heure. Donc voilà, c'est le seul autre que je voyais, hein. Ouais. Ouais, ouais. Donc pour faire un peu, pour dire un peu les joueurs qui sont partis et qui valent cher, je crois qu'il y en a un seul que j'ai vu qui est parti et qui vaut très très cher à part ceux qu'on a cités. Il y a Kenneth Murray qui est parti, le linebacker qui est Oui, parti du côté des Titans, Ouais. tout de j'avais même. oublié. Bon, on a connu mieux comme perte quoi, je pense, hein. Ouais, ouais, Ouais. surtout le trade-up avait fait très très mal, quand même. Ouais, donc voilà, et après, ouais, si vous perdez Murray et Kendricks en même temps côté linebacker, que bon, voilà, bon, c'est comme ça, hein. Euh, Bon, c'est le business. hein. Et voilà. C'est le business, hein. Le sport professionnel est un business avant tout. Mm. Totalement, totalement, parce que on l'a pas précisé, mais vous partiez quand même avant le début de la free agency avec un déficit de 25 millions à combler, donc il fallait bien faire des économies quelque part, d'où les demandes de restructuration qu'on menait à des départs et à des cuts. Aujourd'hui, on doit être un des top 3 ou au moins top 5 salary cap. On a encore, là, on a beaucoup d'argent. Ok, bon, bah c'est bien, Ouais. vous avez fait Ah des oui. économies, donc c'est Ah bien. oui. Hein. Ça, oui. Là, vous pouvez être bien pour la saison prochaine avec beaucoup d'argent à garder. Donc Ouais, c'est mais alors l'année prochaine, il y aura Bossa et Mac, les salaires vont tomber et ça va faire mal parce que là, ils ont accepté une restructuration pour cette année. ouais, Mais si c'est que de ce que j'ai compris, ils vont avoir une compensation pour la saison prochaine. Donc, ils vont avoir leur salaire de base l'année prochaine, plus la compensation de cette année. Là, ça va faire mal. ouais, Ça va faire très mal. ça va faire très mal. Bah, surtout si Bossa il se trouve comme cette année, parce que Bossa il est un peu passé à côté de sa saison cette année. Je pourrais écrire un livre sur Bossa entre l'amour et la haine que je lui porte. C'est bon à savoir. Bah écoute, en tout cas, si jamais tu fais ce livre, tu nous dis, on peut même écrire la préface. Donc c'est avec plaisir. Bon bah voilà, on a fait le tour de cette free agency. On va passer du côté de la draft. Alors je vais vous énoncer les différents picks. Donc avec le cinquième choix de la draft, vous avez récupéré Joe Alt, l'offensive tackle de Notre-Dame. Au deuxième tour, avec le pick 34, donc le troisième pick du deuxième tour, pardon, vous avez récupéré Ladd McConkey, un receveur. Troisième tour, Junior Colson, linebacker. Quatrième tour, Justin Eboigbe, un defensive tackle. Cinquième, vous avez deux choix, deux cornerbacks. Vous avez pris Tarib Steele et Cam Hart. Au sixième, Kimani Vidal, un running back. On va voir s'il peut rentrer dans la rotation. Et au septième tour, Brendan Rice et Cornelius Johnson, deux receveurs. Voilà, est-ce qu'il y a des... bon déjà, est-ce que Emilien, tu suis le college football beaucoup? Première question. Alors, j'essaye de suivre au maximum. Et j'avoue que cette année, j'ai un peu plus suivi, j'ai suivi autant le collège que la NFL. Ok. Mais c'est vrai que je suis un peu, bah, déjà grâce aux copains là, de TTP, Ouais. de The Trick Play. J'essaye, mais après, honnêtement, c'est hyper compliqué. Il y a tellement d'équipes, les matchs, enfin, c'est tellement. Puis il y a tellement de joueurs, il y a une rotation de joueurs, c'est hyper dur de vraiment se mettre à fond dedans. Honnêtement, gros respect aux gars qui arrivent à se mettre vraiment à 100% là-dedans, à tout gérer.
Totalement d'accord avec toi. Totalement d'accord avec toi. Et on n'arrête pas de le dire quand on arrive dans cette partie-là. Non. Chapeau aux gars de The Trick Play. On a eu Elio du coup lors de l'épisode des Saints qui fait partie de cette équipe-là et chapeau à Ryan et à Valentin, les deux scouts qui font les fiches de draft. Les belles fiches. Ouais. Les belles fiches. Ouais. Du coup, c'est bien. On a un peu une idée de si tu suis ou pas. Moi, je ne suis pas du tout, donc je vous pose des questions. Est-ce que, ou Anto, hein, l'un ou l'autre comme vous voulez, qu'est-ce que vous avez pensé de cette draft déjà? Bon, vas-y, Emilien, allons-y. Est-ce que tu ressors un peu satisfait de cette draft ou est-ce que tu as des petites zones de doute? Moi, très satisfait. Très satisfait. De toute façon, comme je disais juste avant la draft, il ne pourra pas y avoir de mauvais choix de position, tellement les besoins étaient énormes. Il y avait juste possibilité de se tromper de nom, de ne pas prendre les bons joueurs. Mais au final, ils ont misé dans le mille. Après, j'ai quelques réserves sur Eboigbe et Vidal. Donc le quatrième tour qui est un defensive tackle Igboigbe et le sixième tour Vidal le running back. Ouais, c'est ça. Pour Vidal, se faire une place dans la rotation, ça va être compliqué parce que mine de rien maintenant il y a du monde au poste de running back. Ouais. Et Boegbe, après lui il a une chance de faire sa place dans le roster parce qu'honnêtement la position à laquelle il est, c'est open. Hein. Ouais. Là honnêtement je sais pas qui pourrait être starter day one. Donc il a une chance. Après je suis pas convaincu, mais bon. J'ai envie de faire confiance quand même au coaching staff. S'ils l'ont pris, c'est qu'ils ont vu quelque chose en lui. Mais le reste, non, je suis super satisfait. Honnêtement, alors c'est pas la meilleure draft de l'année, mais c'est une excellente draft. Si je peux me permettre avant de donner la parole Anto, moi je rebondis sur Vidal, le running back. Effectivement, il y a du monde, hein. Il y a du monde dans cette rotation. Je pense que si J.K. Dobbins n'est pas ce qu'il pense qu'il est censé être et que Vidal fait un bon training camp, je pense qu'il peut avoir de la place. Moi, je serais pas surpris de voir Dobbins cut en fait à la fin de l'intersaison et Vidal faire les 53, avoir le profil, avoir comment il s'acclimate vraiment à la NFL, etc. Donc voilà. Mais sinon, oui, je suis d'accord avec toi. Bon, après au 6e tour, en général, tu balances une flèche sur les positions et tu prends le meilleur joueur dispo. Ouais, les BPA. Ouais. Et Anto, qu'est-ce que toi t'as pensé? Est-ce que t'as un joueur que tu veux ressortir de cette draft? Moi, parce que pareil, moi niveau college football, c'est pas encore ça. Je promets l'année prochaine d'arriver plus complet et plus solide sur le college football. Bon, en tout cas, moi c'était Joe Alt, je pense, parce que bon, Joe c'est le premier choix. Donc je me mouille pas normalement, mais ça répond à un besoin direct. Il y en avait besoin sur la ligne offensive. Normalement, il va jouer à droite, c'est ça? Parce que Arbo a officialisé côté gauche, ça bougerait pas Slater, donc voilà, donc ça c'est sûr. Donc c'est peut-être le seul petit point parce que je crois que Alt jouait également à gauche, voilà, du côté de Notre-Dame. Donc peut-être le temps de s'adapter, mais je pense que ça soit physiquement ou que ça soit au niveau QI football, je pense qu'il est prêt et de toute façon il va jouer directement. Et c'était un besoin, donc je pense que ça c'est bien. Et ensuite sur l'ensemble, c'est peut-être pas la draft la plus glamour, la plus clinquante, mais c'est une draft qui répond vraiment aux besoins des Chargers. Ça veut dire qu'il y avait besoin sur la couverture aérienne parce que l'année dernière c'est ce qui a beaucoup pêché du côté de la défense des Chargers. Donc ils y répondent. Il y avait besoin aussi d'apporter un peu de masse et un peu de joueurs au niveau des receveurs. Il y en a eu 3. On se moquait beaucoup se moquaient en disant que Abo arrive et puis il va sortir tous ces joueurs de Michigan. Il s'est contenu et donc même un Cornelius Johnson, il le connaît donc. En 7e tour, il se mouille pas et peut-être qu'il pourra en faire quelque chose. Donc c'est plutôt intéressant. Ouais, donc moi je pense que c'est intéressant. Vidal, moi de ce que j'en ai entendu, il y avait aussi certains doutes, mais vu que à la free agency ils ont pris Dobbins et ils ont pris Edwards, il va pouvoir être dans la rotation, il va pouvoir apprendre tranquillement.
Donc finalement, c'est une belle draft. C'est une draft solide, en plus pour un premier duo, là, parce que du coup, il y a Harbaugh en head coach, et puis c'est Ortiz en general manager, c'est ça, Ortiz, je crois. Ouais, voilà. Il était assistant au Ravens aussi, je crois. Ouais, voilà. Et du coup, bah, c'est un premier bon duo. Ils ont pas fait n'importe quoi. Tous leurs choix ont l'air réfléchis. Ils ont l'air de savoir ce qu'ils font. Donc maintenant, on n'a plus qu'à attendre. Mais Joe Alt, ouais, impatient de voir quand même le bonhomme sur le terrain. Moi, s'il y a un joueur, moi que je veux mettre en avant, c'est Brandon Rice de USC, qui était un des receveurs de Caleb Williams, du coup, à USC. J'en avais déjà parlé quand, je sais plus, mais dans un autre épisode, en disant que quand je le voyais tomber, je voyais les joueurs qui étaient pris à la place, j'avais un peu du mal. Et donc le voir aux Chargers, je me dis, ok, en fait, le mec, il peut être une style de ouf de la draft, comme on a pu le voir dans des années précédentes avec des joueurs non draftés et des joueurs draftés très tard. Le dernier exemple le plus récent, c'est Nakua. Je ne pense pas que ce soit le profil ou quoi que ce soit, mais je serais pas surpris de voir une production assez importante pour un joueur de 7ème tour. Donc j'ai hâte de voir ça. Et voilà, donc Brandon Rice, c'est vraiment le joueur que si je devais en mettre un en avant, ce serait lui. Après, Brandon Rice, le risque qu'il peut avoir, c'est la pression du nom. Quand tu es fils de Jerry Rice, ça peut être très compliqué. Après, l'avantage, c'est que voilà, il n'y a pas de receveur numéro 1 aujourd'hui. Donc, chaque receveur peut tirer son épingle du jeu et peut avoir son spot. De toute façon, il y aura de la rotation, il y aura du temps de jeu, je pense. Donc, ça devrait le faire. Mais, ouais, après, Rice, à voir si la pression du nom est pas trop forte. Après, il me semble solide quand même, hein, niveau mental, tout, il semble costaud. Mais après, son histoire là, du jour enfin, le jour où il a été drafté, est très très particulière aussi, hein. Il était aux funérailles de son meilleur ami dans le Texas, et donc il a reçu un coup de téléphone de Harbaugh et Ortiz, hein, pour lui dire qu'il était sélectionné. Donc il était à l'aéroport, je crois, c'est même sa mère, je crois qu'il l'a appelé ou je sais plus trop, mais c'est assez dingue comme histoire. Pas évident. Et après, tu vois, la pression du nom, je pense qu'elle revient encore plus quand t'es drafté plus haut. Là, le fait d'être Oui. drafté bas et ça limite un peu. Ouais, de vouloir prouver quelque chose aux gens qui t'ont pas choisi aussi. S'il avait été choisi, ouais, premier tour, alors ou même 4ème tour ou 3ème tour, là, tu peux te dire, ok, d'accord, ouais, il est drafté pour ça. Là, moi en tout cas, moi ce que j'ai vu sur le terrain, le peu que j'ai vu, parce qu'évidemment hein, c'est des highlights, hein, c'est comme les compilations de joueurs de foot ouais, c'est toujours beau sur YouTube, voilà, t'as toujours mieux. Donc là, voilà, moi j'ai hâte de le voir en tout cas, et je pense qu'il aura sa place dans le roster. Est-ce qu'il y a des déceptions de votre côté, vous, au niveau de la draft? Toi, t'en as parlé un petit peu du coup avec, t'as des doutes avec Eboigbe et Vidal. Anto, est-ce que toi t'as d'autres joueurs où t'as un peu des doutes? Non, où je connais pas assez les gars de ce que je suis allé voir, mais dans l'ensemble, j'ai pas l'impression qu'il y ait un mauvais choix, qu'il y ait quelque chose de acheter. Donc non, je pense pas. Et tu vois, d'après dans ce qu'on discute, même tu vois les derniers tours, ça a l'air plutôt pas mal. Ils vont avoir le temps. Donc non, moi je pense pas. Elle est pas forcément clinquante cette draft, mais elle est pas mauvaise. Donc Il y a du potentiel. ouais, voilà, il y a du potentiel et il y a pas, tu vois, même si tu vas regarder tout ce qui est notes sur ESPN, sur sur tous les grands médias qui traitent du foot, il y en a pas un qui a l'air de dire qu'il y a un mauvais choix. Donc c'est plutôt positif. Top. Je pense qu'on a du coup fini de parler de la draft et on va pouvoir. Moi, juste, Ouais, vas-y, pardon. ouais, juste revenir un petit peu sur vraiment ouais, j'ai deux vraiment facteurs X, moi, sur cette draft. C'est Cam Hart en numéro 1. Et puis, alors, j'ai peur d'écorcher son prénom, mais Tariq Hill. Ouais. Du coup, les deux corners que vous avez récupérés à 3 pics d'écart au 5ème tour. Alors, c'est Steele, pas Hill. Steele, ouais, c'est ça, c'est les deux corners qu'on a pris. Donc, c'est vrai que Steele, Elio m'en a beaucoup parlé, étant donné que c'est le plus gros fan des Terrapins que la France puisse connaître.
Donc il me l'a très bien vendu, il me l'a présenté donc bien comme il faut. Et c'est vrai qu'en slot corner, ça peut être une terreur. Et par contre, Cam Hart de Notre-Dame, c'est le mec, il a un QI football impressionnant. Il a un bon physique. Donc il y a vraiment moyen qu'il s'impose dans les 2-3 ans. Étant donné que là, c'est pareil. Hein, pour moi, il n'y a pas de corner numéro 1 à l'heure actuelle dans l'effectif. Il y a moyen que Cam Hart sur l'extérieur puisse prendre vraiment le lead assez rapidement. Donc, pour sortir un peu du classique, Alt, voilà, c'est une masterclass de le prendre. Après, voilà, c'était le meilleur tackle. McConkey au deuxième tour, c'est pareil, c'est énorme. Mais vraiment pour sortir de ça, Cam Hart, c'est vraiment le gros, gros coup de cœur de la draft. Top. Top. Bah on a hâte de le voir jouer, hein, de toute manière. C'est toujours ça qui est bien avec la draft, c'est que on va pouvoir les jouer, on va pouvoir les voir jouer en pré-saison aussi. Donc c'est bien quand tu étudies un peu la draft et que tu connais pas les joueurs, c'est que les matchs de pré-saison sont tout de suite plus intéressants. Et c'est plutôt bien. Est-ce que, Anto, globalement, tu trouves que les Chargers ont comblé leurs besoins avec cette intersaison? Ou du moins, combien de pourcentage, si tu devais évaluer? Parce qu'il y en avait beaucoup. Un pourcentage, Non, mais j'exagère, mais si tu vois. ouais, non, mais si, non, mais on peut prendre je sais pas, un bon 85%, ouais, on va dire. Je sais pas, là, je balance un chiffre comme ça, hein, c'est vraiment du pif. Non, mais dans l'ensemble, bah oui, je pense qu'ils remplissent. Ils avaient besoin de renforcer un peu la ligne offensive et défensive, ils le font. Ils avaient besoin de se renforcer au niveau des tight ends, ils le font. Ils avaient besoin aussi, niveau running back et receveur, ils le font. Sur tout ce qui est couverture aérienne, ils en avaient besoin. On vient d'en discuter. Ils ont peut-être leur avenir là sur leurs deux pics. Donc je pense que ouais, ils ont fait une bonne free agency. Ils ont bien drafté. Il y a eu aussi un gros ménage parce que ça des fois on n'en parle pas assez, mais un gros ménage parce qu'on parle de Jim Harbaugh, mais au niveau quand on regarde les listes. Au niveau de la free agency des signatures, il y a eu un gros ménage dans tout le coaching staff. Que ce soit dans les différents coordinateurs et compagnie. Donc là, vraiment, il y a une grosse restructuration complète, mais en partant avec toujours des bonnes bases, parce que quand tu as un Herbert, forcément, tu as une bonne base, par exemple, au niveau du quarterback. Donc, j'ai même pas envie de dire que c'est une reconstruction, mais c'est un rebondissement, voilà, pour moi, les Chargers. Et l'année prochaine, pour moi, ils vont avoir tout de suite j'espère, en tout cas pour vous, les fans des Chargers, ils vont avoir un autre visage. Emilien, qu'en penses-tu? Alors le visage, il va être très très différent. C'est vrai que là, on arrive sur un coaching qui est totalement différent, qui a une philosophie de jeu totalement différente. Là, on est sur quelque chose qui, de toute façon, ils l'ont annoncé clairement, hein, ce sera course, course, course. Il y aura un petit peu de passe. Je pense que ce sera bien équilibré quand même. Sinon, ils ne seraient pas allés chercher autant de receveurs à l'intersaison aussi. Puis bon, bah, quand tu prends Herbert, c'est pas pour faire courir le ballon sur 90% des snaps quand même. Donc après, je suis un petit peu moins optimiste que toi, mais rien que par rapport au pourcentage, en vrai, c'est pas évident hein, de choisir de donner un pourcentage. Mais tu vois, moi, j'étais un peu en dessous des 50%, tu vois, des besoins comblés. Après, ce qu'il y a, c'est que ça va prendre du temps. C'est vrai que moi, je considère qu'on est en reconstruction quasi totale. Les choix d'avenir sont faits, c'est cohérent. Le recrutement a été hyper cohérent par rapport à ce que les coachs ont annoncé, même par rapport au recrutement des coachs. Hein. Arbo, il a allé chercher des gars qu'il connaît. Il a allé chercher son coordinateur défensif de Michigan. Il récupère Greg Roman des Ravens. C'est solide. Donc après, voilà, c'est un recrutement, ça va prendre du temps. Il y aura des choix à faire encore pour l'année prochaine et l'année d'après. Hein. Il y aura encore des décisions lourdes à prendre aussi. Donc oui, je vais rester ouais, aux alentours des 50%, on va dire, au niveau du ménage de fait, des besoins comblés, parce qu'il y a encore des gros, gros trous. C'est vrai qu'en termes de cornerback, j'aimerais bien qu'on ait un vétéran quand même, parce que là, c'est très jeune et ça me fait vraiment peur. Là, j'avoue que le poste de cornerback me fait très, très peur. Surtout quand je vois que, mine de rien, les Chiefs, ils se sont bien renforcés.
Hum. Les Raiders, mine de rien, bah, ça rigole pas. Les Broncos, à voir, mais voilà, rien que la division, ça fait peur. Tout le fait que t'aimes autant et t'as envie d'aimer Cam Hart et Tariq Steele, quoi. T'as envie qu'il y en ait un qui Non, prenne j'ai déjà le envie step de up. les aimer. Ouais. Ouais. Non, je les aime déjà, hein, mais c'est vrai que tu vois, c'est que enfin, je vois pas du tout un s'imposer direct d'entrée de jeu. Là, c'est bien que quand je vois un Stephen Gilmore encore dispo, je me dis pourquoi pas aller le chercher, rien que pour l'expérience, qu'il puisse encadrer tous ces jeunes-là, justement. Même s'il est un petit, il a encore des bons restes, mais il est un peu il est sur le déclin, hein, c'est normal à son âge. Mais j'aimerais bien qu'on ait un vétéran quand même pour encadrer tout ça, pour pas laisser tous les jeunes justement dans la merde. Logique, logique. Et comme tu dis, c'est un travail qui va se faire en 2 ans. Là, aujourd'hui, vous avez pour la prochaine intersaison, à l'heure actuelle, mais tu as parlé qu'il y avait des restructurations qui vont avoir des conséquences sur les années à venir. Mais pour l'instant, vous avez 50 millions pour l'année prochaine. Donc évidemment, si tu as encore des restructurations, des cuts que tu peux faire assez faciles, Hum. tu peux encore faire de la place la saison prochaine. Il y a une autre draft que tu as. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent te permettre de bien avancer. La saison dernière, du coup, vous avez fait 5-12, on en a parlé. Si vous deviez tous les deux faire un prono pour la saison prochaine, vous situeriez où? Sachant qu'on est dans une division qui est de plus en plus difficile. Qui veut commencer? Allez, moi je peux commencer. Parce que je me mouille peu sur cet épisode. Moi je vous vois en 8-9 la saison prochaine. Voilà, je me dis, on continue une progression. Je pense qu'il y a un nouveau coaching staff. Je serais pas surpris que ça mette du temps à démarrer, mais quand ça démarre bien. Et voilà, je m'attends à 7 ou 8 victoires. Qu'on considère ça comme plutôt pas mal, que vous ayez un choix dans les 12, on va dire, à la prochaine draft, et continuer d'avancer sur cette reconstruction qui peut prendre son temps, et ça avance. Voilà, si je devais faire un petit prono. Anto, toi de ton côté, déjà, est-ce que tu les vois faire mieux? Si on veut te laisser un peu plus Bah, de temps, et ensuite, qu'est-ce que tu les vois faire? du coup, moi, je vais prendre ton résultat, Alex, et je vais le retourner. Moi, je les vois en 9-8. Enfin, j'espère en tout cas. Moi, je les vois en positif. Alors, je sais pas si je les vois trop haut. Moi, ils me hype, les Chargers, pour la saison prochaine. Donc, je mets du positif sur eux à fond. Mais moi, vraiment, ils me hype. Euh, j'espère qu'ils vont finir en positif. Ça va commencer par déjà se réimposer directement dans la division. Ça va être. Après, comme toutes les franchises, ça c'est toujours important et les matchs sont toujours particuliers. Mais pour moi, le 4-2 en division doit être pris. Et là, tu vois, j'ai le calendrier sous les yeux. Là, quand je regarde un peu les équipes et tout, je pense qu'ils peuvent terminer en positif. Euh, je pense qu'ils vont surprendre, qu'ils vont détonner et que ça va être un visage, je le dis depuis tout à l'heure, mais un visage complètement différent. Et donc, je pense que ça peut surprendre. Bon, voilà, après, il y a des matchs forcément qui vont perdre contre les Saints, par exemple, ça s'est perdu d'avance. Mais, mais, euh, mais non, non, mais voilà, voilà, ça va affronter les Falcons, ça va affronter les Panthers, il y a les Cards. Ah, Ah, il y a je les pense Patriots, hein. les Patriots, pareil, qui sont aussi en grosse reconstruction. Non, moi je pense que ça peut terminer en positif. Alors voilà, un positif de justesse, pas non plus écrasant, mais un positif quand même. Emilia, on a compris ton non-optimisme nécessaire, donc si tu as, si tu as une... Non, mais moi, tu vois, le bilan que tu donnais, Alex, je voyais à peu près pareil. Tu vois, je me situe aux alentours des 7 victoires à peu près. Euh, Ça va être long, parce que ce qu'il y a, c'est que, voilà, je le redis, mais la défense me fait très peur. L'attaque, je pense que si c'est bien mis en place, ça peut cartonner. Par contre, ouais, la défense me fait très peur. Donc moi, je reste sur voilà, un bilan à peu près aux alentours des 7 victoires. Et après, voilà, la reconstruction va prendre du temps, honnêtement. Je le dis, on va passer encore sur 2, 3 saisons encore de galère où ça risque d'être compliqué, où ça va demander du temps vraiment pour s'installer. Par contre, si on continue de construire comme là, ils sont partis sur cette première intersaison, il y a moyen que l'équipe soit cohérente et que ça puisse faire mal ouais, d'ici 2, 3 ans. Mais voilà, pendant ce temps-là, il faudra patienter un petit peu. Et ouais, cette victoire,
ça me semble correct. Sachant qu'il y a une bye week en semaine 5, et j'ai pas l'impression que ce soit les meilleures semaines pour avoir une bye week. Non, c'est tôt. Hein. C'est ultra tôt. Ça, Tu prends une bye week juste après avoir joué Kansas City, donc t'es probablement tu perds après avoir joué. J'espère pas, hein, attention, hein, mais dans le champ des possibles, il y a plus de chances de perdre contre les Chiefs et ensuite de partir en bye. Et c'est vrai qu'après les 11 matchs consécutifs, il risque de faire un petit peu mal. Je sais pas s'il y a un déplacement à l'étranger, j'ai un doute. J'ai pas l'impression en voyant les heures de planning. Non. Bah non, parce qu'il n'y a pas d'équipe excitante en Europe en tout cas. Donc, Aussi, il y a pas. Alors, le match de Munich, il est vraiment dégueulasse. ouais, on est d'accord. Ouais. Il y a un match de Louvre qui est pas trop mal, je crois. Ouais, vers les Jags. Donc si elle est Jags, ça passe. Mais Jaguar Bears, il est pas mal quand même. ouais, Ça c'est va. vrai. Mes excuses. Franchement, les Bears, je me suis un petit peu moqué tout à l'heure de Caleb, mais franchement, les Bears, ça commence à avoir de la gueule. Hein. Ça a bien bossé Ça, à cette intersaison. Hein. ça peut être solide, pareil, d'ici 2 ans, ça peut être pas mal. Donc, un petit Super Bowl Chargers Bears, Ah ouais. mon Dieu. Par contre, du coup, je reviens quand même. Hein. Moi, je les vois en positif. Par contre, oui, vous allez prendre des camions de points. Ça, c'est clair et net. Mais non, mais quand même, voilà, parce que ça va pas être un 9-8 facile. Vous allez prendre des points, mais vous allez en mettre normalement. Si Herbert est à 100%, C'est comme ça que on a survécu pendant les saisons d'avant. Hein. C'était, on prenait des wagons de points, par contre, on en mettait autant. Et je crois qu'il y a une saison où on était quasiment égal, voire totalement égal en nombre de points encaissés et nombre de points marqués. Donc c'était vraiment, c'était terrible. Hein. On marquait 35 points, mais on en prenait 34. Quoi. Ouais. Mais c'est comme les Vikings il y a 2 ans, ou l'année dernière, enfin, pas cette année-là, l'autre d'avant, qui était en 13-4 et qui avait un différentiel négatif. Donc, si vous pouvez être en 13-4 et différentiel négatif, ça fait très Chargers, je trouve. Donc, oui, d'accord. donc voilà, bah écoute, Emilien, ça nous conclut cette. Ah, pardon, Anto, pardon. Non, j'ai quand même une question à te poser, Emilien, parce que en regardant un peu du coup les Chargers et tout, il y a quand même un mot, ou plutôt une franchise qui est quand même revenue assez régulièrement. Parce que du coup, si on prend votre nouveau GM, Joe Hirtz, qui était un ancien des Baltimore Ravens, qu'on prend Jim Harbaugh, son frère, il est au Ravens, il a été quarterback chez les Ravens. Qu'on prend vos 2 nouveaux running backs qui étaient les anciens de chez les Ravens, qu'on prend votre nouveau offensive coordinateur qui était aussi chez les Ravens. Du coup, pour l'année prochaine, c'est quoi, les Los Angeles Ravens ou les Chargers de Baltimore? Je préfère Los Angeles quand même, donc à l'arrière, je préfère Los Angeles Ravens. Ok. Ouais, la Californie, Alors, je suis jamais allé à Baltimore, je suis jamais allé dans le Maryland, donc je peux pas juger, mais je suis allé en Californie, même si Los Angeles, c'est pas ouf. On est d'accord. On est d'accord. Ouais. Je me tue à dire à tout le monde que Los Angeles, c'est moche. Ça craint, c'est rien qui va là-dedans, la mentalité, tout. San Diego, c'est 10 milliards fois mieux que Los Angeles. Ça, il n'y a pas photo. C'est vrai. Non. Même le Qualcomm, il y avait une âme dans ce stade. Ouais. Non, mais ouais, c'est vrai. Non, mais ouais, Los Angeles, la ville, ouf. Mais Harbaugh a été aussi quarterback des Chargers. C'est ça, en 80, je l'avais noté là, 98, je crois, un truc comme ça. Oui. Ouais. Bon, ça n'a pas été dingue, mais voilà, il a été là. C'est ce qu'on va garder. C'est ça. Eh ben écoute, Anto, est-ce que tu as autre chose à rajouter? Puisque ta question était pertinente, donc. Ouais, non, mais il y avait un lien. À chaque fois, je voyais revenir les Ravens, donc je me dis, maman, bon, c'est voilà, entre les frères. Ouais, voilà. Non, mais là, les dîners de famille chez les Harbaugh, là, ça doit être pas mal. C'est sympa. Franchement, l'ambiance doit être sympa. Mais non, Le pire, c'est quand ils ont fait leur Super Bowl l'un face à l'autre, là, ça devait être compliqué. Bon, par contre, maintenant, c'est un peu plus sympa. Ils s'échangent les membres de staff, les joueurs. Donc ça va, c'est cool. Une bonne ambiance. Top. Eh ben écoute, Anto, Emilien, ça va conclure cet épisode, ce bilan de l'intersaison des Chargers. Je te remercie, Emilien, d'avoir fait l'épisode avec nous et Anto également. Merci à vous. Ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Hein, c'est toujours un plaisir de participer. Hein, donc, avec grand plaisir. C'était très cool. Je vous rappelle que vous pouvez suivre Emilien @ChargerFrance
compte depuis 2009, donc il est là, il y a une petite raison. Voilà, l'ancien de Twitter. Et comment dire, et nous du coup n'hésitez pas à nous suivre le front office à peu près partout. Comme je l'avais dit dans certains épisodes, on a plus de personnes qui nous écoutent que de personnes qui nous suivent sur les plateformes d'écoute, sur YouTube, etc. Donc si vous nous écoutez et que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et nous ça nous permet de voir qui nous suit. On voit pas qui vous êtes, etc. Mais on voit que le nombre augmente et ça nous fait bien plaisir. On voit que ça augmente pendant ces bilans. Donc ça nous confirme dans l'idée que c'est une bonne idée de le faire. Donc merci à vous. Et merci pour les retours déjà sur les premiers bilans qu'on a pu poster. Ça fait très plaisir. Et on va se retrouver pour le prochain épisode d'ici 2-3 jours. Et on parlera des Dallas Cowboys avec Mathieu, que vous avez déjà vu lors d'un épisode avec nous où on avait parlé de l'intersaison de la saison dernière et un peu toutes les parties salary cap, puisqu'il gère une partie salary cap sur France Salary sur Twitter et Cowboys France, Dallas Cowboys France. Du coup, Anto, Emilien, merci beaucoup. Je vous souhaite à tous les deux une bonne fin de journée, une bonne soirée, une bonne soirée, peu importe l'heure à laquelle vous nous écoutez, et vive le football.